Le docteur Fabien a dit qu'il y a une bonne collaboration entre les rois et les maires au Bénin. Je voudrais savoir, dans ce cas, est-ce qu'un roi-maire peut être objectif quand il s'agira de prendre une décision, soit pour le pouvoir traditionnel, soit pour la collectivité territoriale? Merci. Vous dites qu'il y a plus de 1000 rois au Bénin. Et puis, vous dites après que les rois sont en train de se faire élire maire. Ça, c'est la deuxième chose. Mon inquiétude me pousse à poser la question. Dites-nous si, à la longue, les rois, avec leur charge nouvelle de maire, est-ce que la superposition des fonctions, c'est ce que vous avez utilisé comme expression, ou ce que vous avez aussi appelé la double responsabilité, ne va pas entraîner à la longue un discrédit, je voulais dire, est-ce que ça ne va pas jeter un discrédit sur la fonction de chef traditionnel? Merci beaucoup. Alors, dans sa communication, il nous a révélé une multitude de chefs traditionnels au Bénin. Et le degré également de collaboration entre ces chefs traditionnels et les autorités politiques. Tout ça, c'est bien. Mais j'ai deux questions à vous poser. Puisque vous avez parlé de la catégorisation justement des chefs traditionnels, vous avez dit qu'il y a une première catégorie, une deuxième catégorie, une troisième, une quatrième catégorie. Maintenant, ma question est la suivante. À quoi est liée la hiérarchisation des chefs traditionnels en catégorie? Première question. Deuxième question. Puisqu'au Bénin, on assiste à des rois qui deviennent ou qui veulent devenir maires, maintenant, ma question est la suivante. N'est-il pas envisageable que les chefs traditionnels quittent de l'état de maire à l'état de présidence? Puisqu'il veut être maire, est-ce que cela ne veut pas l'inciter encore à prétendre justement à assumer les hautes fonctions de l'État en étant président? Je vous remercie. Dans son exposé, il avait parlé de la révolution de 72 qui a permis à combattre la chefferie traditionnelle. Donc maintenant, ma première question est de savoir qu'est-ce qui a motivé le retour de la chefferie traditionnelle. Ça c'est ma première question. Et également aussi, il avait parlé que la chefferie traditionnelle, il donne des avis consultatifs. Maintenant, à partir de ces avis consultatifs, moi je voulais savoir, avec les avis consultatifs, est-ce que la chefferie traditionnelle est bien impliquée dans la prise de décision dans les affaires locales? Je commence par féliciter M. Fabien. L'exposé est bien. Et vous avez parlé du maire et du roi. Et si le roi et le maire m'appellent, je préférerais répondre au roi. Et je voudrais que vous m'expliquiez un peu. Et la deuxième question, comment se passe la collaboration entre les chefferies traditionnelles et les collectivités locales? Cette collaboration constitue-t-elle un frein à la démocratie ou est-elle un facteur de développement? Je vous remercie. Dans un village, j'ai assisté à... Je ne comprenais pas tout ce qui se disait, mais j'ai enregistré où c'était un conflit qui était géré par un roi avec qui
c'était une reproduction carrément du système de la justice tel qu'on voit, avec des avocats, des choses, mais de manière... donc je ne sais pas ce que ces rois aussi empruntent à l'administration. Est-ce qu'il y a eu un travail là-dessus? Et dans les sphères des institutions traditionnelles, je ne sais pas, celles qui relèvent des rois, par exemple, si je prends les Anweto, qu'on trouve dans certaines zones, et je ne sais pas, est-ce que ces Anweto relèvent des rois ou bien c'est une association carrément indépendante, etc. Et donc, c'est un peu sur ces points-là, les sphères réservées aux rois et les interférences entre la royauté et les systèmes modernes par rapport à la gestion des conflits, par exemple. Alors, la première question que j'aimerais poser, est-ce que ce retour triomphal du pouvoir traditionnel peut être considéré comme une révolution? Et la deuxième question, vous avez dit que chaque candidat a son roi. Cela ne peut pas augmenter la pléthorique liste des candidats au Bénin. Vous avez aussi parlé du clientélisme politique. Alors, la question que j'aimerais poser ici, est-ce que ces rois ne sont-ils pas considérés comme étant de grands électeurs qui peuvent, je ne sais pas, tourner l'électorat en faveur d'un leader politique? Vous avez aussi parlé de, malgré le retour triomphal, ce concept reste flou et non précis. Alors, qu'est-ce qui explique cela? Je vous remercie. Une observation et une question. D'abord, je me demande jusqu'à quel point il est totalement légitime de cantonner l'analyse à la frontière béninoise. Pour avoir travaillé au début des années 2000 sur des programmes de coopération franco-béninois, j'ai suivi de près la mise en place du registre foncier urbain et je me suis aperçu que à cause, donc ce registre foncier urbain était un outil destiné à anticiper la création des communes en créant un automatisme de paiement de taxes foncières qui ressemble à une taxe foncière. Ça suppose une identification des maisons, des logements, et le dispositif lui-même a été confronté à de nombreux problèmes, et on peut voir que à cette époque-là, après je ne peux pas parler, là où les dites royautés traditionnelles se sont réveillées, c'était aussi là où il y avait énormément de problèmes pour identifier comment on allait répartir les taxes foncières. Et elles se sont servies de cette question pour revenir sur le devant de la scène sur les territoires que j'ai observés. Et donc, mon observation, c'est que peut-être il ne faut pas exclure les facteurs étrangers dans l'émergence de ces chefferies traditionnelles devant ce type de registre foncier qui était destiné à légitimer la création des communes. Mais plus généralement, autre remarque, je suis préoccupé par la compréhension du rôle des critiques qu'on pourrait faire éventuellement à l'émergence de ces chefferies dites traditionnelles. Parce que quand on analyse l'espace politique, il est prudent de distinguer les modalités d'accès au pouvoir et d'exercice du pouvoir. Et dans pas mal de lieux, quand on regarde tout ça, on s'aperçoit qu'on peut tout à fait arriver au pouvoir selon des normes, je mets plein de guillemets, démocratiques par le vote,
et puis exercer le pouvoir de manière tyrannique. Je n'ai pas besoin de faire de rappel historique là-dessus. Hitler est arrivé au pouvoir par les urnes. Donc, la question pour moi est plus de savoir si, lorsqu'un roi devient maire, est-ce qu'il exerce, il fait tourner, il fait vivre sa localité selon les règles dites démocratiques qui sont inscrites dans les textes ou à proximité de celles-là, et donc s'il devient un élu démocratique ou s'il ne joue pas ce jeu-là et fait fonctionner d'autres règles. Ce qui, je dis au passage, est important parce que c'est pas sur des personnes que le problème porte pour moi, c'est sur des pratiques politiques. Et c'est à ce titre qu'il me semble qu'il est utile de regarder ce qui différencie, par exemple, je ne connais un peu mieux que le Mali et qu'une partie du Mali, les pratiques d'exercice, de prise de décision, la manière dont ça fonctionne en interne dans une communauté villageoise et comment ça fonctionne dans une collectivité territoriale. Je connais une commune dans le nord du cercle de Nioro qui, il y a quelques années, a proposé comme maire un fils de chef de village, mais ce fils de chef de village a fait fonctionner sa commune selon les règles de la décentralisation. Donc, ce n'est pas un problème qu'il soit fils de chef de village. Ce n'est pas là qu'est la question. Et je ne veux pas monopoliser le débat, mais c'est quand même la décentralisation malienne était, c'est comme ça que je la ressens, une tentative de permettre d'accéder à l'exercice du pouvoir des groupes, des personnes qui n'y avaient pas accès dans le cadre des communautés villageoises. Certains lignages, les cadets sociaux et évidemment les femmes. Donc ça, c'est des différences profondes qui me semblent être les points sur lesquels on doit regarder. Si un roi fait tourner sa collectivité de manière respectueuse de tous ses engagements, voilà. L'un des plus grands révolutionnaires français, c'est le marquis de Condorcet. Je voudrais faire une petite contribution en guise d'élément de comparaison, probablement très brièvement, avec l'expérience béninoise qui vient de développer, et terminer par une question. En guise de contribution, je voudrais dire d'abord qu'effectivement, au Mali, le pouvoir traditionnel est beaucoup moins puissant qu'il ne l'est au Bénin. Et là, c'est un choix politique au Mali, en réalité. Parce que les conditions d'accès de notre pays à l'indépendance se sont traduites par un affaiblissement délibéré du pouvoir traditionnel. Il y avait deux principaux partis qui étaient dans la compétition. L'un de ces partis progressistes gauchisants et l'autre un parti à la limite de droite, allié à des partis de droite, les deux ayant leur affiliation dans des partis français ou dans les syndicats français. Alors, quand le parti RDA, qui était un parti un peu de gauche, est arrivé au pouvoir, sa tendance naturelle, c'était d'affaiblir d'abord l'autorité traditionnelle, qui était considérée d'abord comme l'allié naturel de la colonisation, et le pouvoir français, effectivement, avait le soutien de l'autre parti aussi. Donc, il fallait affaiblir l'autorité traditionnelle, donc d'abord pour dessoucher ce parti-là, concurrent, mais également limiter l'influence de la puissance coloniale dans le pays. Ceci s'est traduit par la suppression des cantons et un affaiblissement considérable dans les statuts même des chefs de village. Le texte qui a été pris en 1959 dans ce cadre-là, dans la période d'autonomie, a affaibli considérablement même les avantages et le statut qui était celui des chefs de village. Et on a supprimé les cantons. Donc c'est dans ce contexte d'affaiblissement, effectivement, qu'on a continué, Première République, Deuxième République, jusqu'à la Troisième République pratiquement. Et quand on a voulu faire l'option de la décentralisation généralisée au Mali, parce que jusqu'en 1996, il y avait que 19 communes, la question a été posée de savoir s'il fallait transformer chaque village en collectivité ou s'il fallait les regrouper. L'une des raisons pour lesquelles on n'a pas retenu la transformation des villages en collectivité, c'est que la question a été posée de savoir si dans chaque village, il doit coexister un maire et un chef de village,
est-ce que ce dualisme ne serait pas fratricide au sein du village? Donc ça a été l'une des raisons. Il y a les raisons également de ressources humaines et ressources financières. Mais ce dualisme à la tête du village, il fallait l'éviter. Donc, dans ce contexte-là, arrivé à la Troisième République où on a mis les collectivités, 703 communes maintenant, je vais vous donner deux épisodes, deux anecdotes pour illustrer un peu mon propos. Lorsqu'il y a eu les élections dans une commune riveraine de Bamako, à Ouéléssébougou, c'est à 80 km de Bamako, la première élection communale, le conseil élu s'est retrouvé au chef-lieu de la commune pour élire en son sein le maire et ses adjoints. Alors, lorsque l'effectif était au complet dans la salle, le chef de village surgit dans la salle, il n'était pas invité et il ne devait pas être là. Il est rentré quand même dans la salle, mais par respect pour sa personne probablement et pour le prestige qu'il a, on ne pouvait pas l'expulser. Alors donc, on s'apprête autour de lui, monsieur le chef de village, que votre présence ici, que nous votre présence ici, ainsi de suite. Il dit non, je suis venu vous dire une seule chose, le maire c'est un tel, les adjoints vous en faites ce que vous voulez. Et il en a été ainsi, hasard ou pas, celui qu'il a désigné comme devant être le maire a été élu comme maire. Donc il y a quand même une autorité traditionnelle qui est là, qui a une emprise sur les décisions locales. Ce n'est pas la règle générale. Un autre cas assez voisin, dans le cercle de Kangaba, il y a une commune dans laquelle le maire était régulièrement convoqué dans le vestibule du chef de village pour lui donner des orientations. Et il a fallu qu'on redresse cette situation avec des instructions précises. Donc, ça veut dire qu'effectivement, les rapports entre les autorités traditionnelles et l'autorité communale sont des rapports, quelquefois, de compétition pour le pouvoir. Mais dans la majorité des cas, au Mali, les chefs traditionnels ne prétendent pas nécessairement à exercer les fonctions de maire. Parce qu'il y a un handicap qui est là, la plupart n'ayant pas été scolarisés. Mais avec le deuxième et troisième renouvellement des conseils communaux, une tendance est là qui est en train d'émerger, c'est que les maires, les chefs traditionnels, travaillent à ce que les maires soient issus de leur rang, de leur famille. Donc il y a quand même une sorte de, effectivement, combine entre chefferie traditionnelle et autorité communale. Ceci a ses avantages et ses inconvénients. L'inconvénient, c'est peut-être que le maire risque de gérer la commune un peu par procuration. Mais l'avantage, c'est qu'il n'y aura pas de conflit entre autorité communale et chefferie. Parce que dans la plupart des cas, surtout lors du premier mandat, il y a eu un conflit de pouvoir entre les maires élus et les chefs traditionnels, les chefs du village en particulier. Et cette compétition a fait que les premiers mandats des maires ont été des mandats pratiquement de pure forme. Les maires n'ont pas pu travailler parce que dans la plupart des cas, il y avait beaucoup de clarifications à faire dans les rôles entre ceux de l'autorité communale et ceux des collectivités. Alors donc, dans un contexte comme celui-ci, je pense qu'il y a lieu, des efforts ont été faits pour rechercher des mécanismes d'implication des autorités traditionnelles dans les prises de décision. Et c'est là que je voulais terminer par ma question. Au Bénin, comment s'organisent les relations fonctionnelles en ce moment entre la chefferie traditionnelle et les collectivités territoriales, les maires en particulier? Parce que les chefs traditionnels, l'autorité communale a vocation à faire du développement, à aller vers la modernité, alors que le pouvoir traditionnel tire son essence du conservatisme, si j'ose m'exprimer ainsi. Comment on peut allier ces deux-là pour la gestion de la cité au Bénin? Merci. Je vais poser une question, et peut-être même deux. Je veux savoir si on s'en tient au pouvoir qu'ont les élus traditionnels au Bénin, et on s'en tient aux usurpations de pouvoir dont vous avez parlé, et puis au conflit. Comment leur retour, que je ne trouve pas triomphal, peut être... est-ce que c'est plutôt un frein à la démocratie ou un enracinement de la démocratie locale? Je me demande si vous me comprenez bien.
Est-ce que c'est... Parce que vous avez parlé quelque part d'enracinement de la démocratie locale. Est-ce que ce n'est pas plutôt un frein? Ok? Et le cas, je ne parle pas des élus, des rois qui ont été élus, comment dirais-je, disons des anciens rois qui sont devenus élus. Dans leur cas, il n'y a pas de problème, moi, à mon niveau, il n'y a pas de problème. Mais s'ils restent à côté, hein, comment dire, des élus, et que ne puissent pas exercer leur pouvoir 100%, comme le dit la décentralisation, que peut-on faire alors, surtout les autorités au niveau comment dire, de votre pays? Comment est-ce qu'ils doivent, quelles sont les dispositions qu'ils doivent prendre comment dire, dans le redressement comment dire, de votre décentralisation pour que vraiment la démocratie puisse vraiment s'exprimer, hein? Parce que nous, on considère le Bénin aussi comme une vitrine. S'il y a un frein à ce niveau-là, vraiment, on va être nous aussi un peu déçus. Merci. La présentation du frère du Bénin est très intéressante. Elle soulève beaucoup d'interrogations. C'est la mise en œuvre de la gouvernance locale. Est-ce qu'au moment de la décentralisation, on a bien réfléchi à ça pour les pratiques, l'exercice du pouvoir? Et aussi, ça soulève un problème, c'est le problème de conquête du pouvoir par les élus, ceux qui se disent élus, et par les chefferies. Chacun veut, peut-être les chefferies à un moment donné se sont sentis un peu exclus et sont en train de chercher leur place dans l'exercice du pouvoir. Mais le problème, c'est-à-dire, je le pose au niveau même de tous les collègues. Comment, comme l'a dit l'autre, réfléchir sur les mécanismes de participation de la chefferie traditionnelle à la gouvernance locale. Il faut qu'on pousse la réflexion. Parce que le roi-maire, le maire-roi, est-ce que ces chefferies cherchent à avoir le pouvoir pour seulement en jouir des privilèges, ou pour réellement amorcer, favoriser, contribuer au développement de leur localité? Et si on doit les intégrer, les impliquer, il faut que réellement la réflexion se fasse dans ce sens. Ce n'est pas parce qu'on est chef, on est roi, automatiquement on doit vous impliquer, ça devient l'opportunisme politique. Et aussi, cet appel de pied des chefferies, je me demande si ce n'est même pas un échec des politiciens et même des responsables administratifs de nos services techniques qui ont conduit à tout ceci. Donc, ce sont des réflexions que je pose et je reviens à notre collègue du Bénin. Est-ce que ces chefferies qui de plus en plus s'impliquent dans la gouvernance, est-ce que c'est simplement pour jouir des avantages, des privilèges, ou c'est vraiment pour contribuer au développement de leur localité? Merci. Merci. Je remercie les participants. La moisson est très abondante. Et souvent, quand je présente une communication et je reçois beaucoup de questions, ça me réjouit. Ça suppose que le message est passé et que les gens m'ont suivi. Je vais faire l'effort de tenir dans les 10 minutes. 1000 rois. Effectivement, comme je l'ai dit dans la communication, il est difficile aujourd'hui de faire la part des choses. Même au niveau des quartiers, les hommes influents qui n'ont pas pu se faire élire comme conseillers locaux se font introniser. Et là, comme je le disais, je vais répondre de façon globale aux questions. Je ne pourrai pas prendre question par question. Ça suppose quoi? Ça suppose que ces chefs traditionnels n'ont pas pour premier objectif ou pour objectif principal la bonne gouvernance ou la bonne gestion du territoire. Mais c'est surtout pour des intérêts égoïstes. L'autre chose, les conflits d'intronisation, les conflits au niveau des collectivités où des familles princières se déguisent, se transforment en conflits politiques. Lorsque une famille royale parvient à faire introniser l'un des siens comme étant roi, la partie adverse s'arrange pour conquérir le pouvoir local. Être conseiller ou être maire, ça veut dire que c'est des pouvoirs qui ont tendance à s'équilibrer et à se détruire mutuellement et non à collaborer.
les facteurs ou le processus d'intronisation du roi, le processus traditionnel a largement régressé. Jadis, c'est parmi les princes les plus dignes. Et c'est surtout le processus de désignation par le phare. Il n'y avait pas le système électoral, le système de vote. C'est les ancêtres ou les anciens, les sages de la collectivité, de la communauté qui se regroupaient et qui choisissaient le prince le plus digne. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Le pouvoir de l'argent a détourné le processus électif ou le processus d'intronisation. Et comme j'ai tenté de le démontrer dans ma communication, les autorités politico-administratives ont tendance à prendre part dans la désignation et dans l'intronisation des rois modernes. Au point où, comme j'ai eu à le dire également dans la communication, chaque candidat ou chaque président a son roi. Et c'est cela qui justifie la multiplication et des intronisations multiples dans les chefferies. Lorsqu'une alternance se réalise, alors le nouveau président cherche à avoir son roi protecteur. Donc, il suscite des ambitions et il suscite des envies d'intronisation. Ça fait qu'on assiste à plus de 1000 rois au Bénin, ça je le dis avec beaucoup de certitude. Il y a des localités, de petits villages, pas même des arrondissements, parce que la réforme administrative au Bénin comprend le département, la commune, l'arrondissement et le village. Même il y a au sein des villages 2 rois. Nous avons plus de 1000 villages au Bénin. Chaque village a son roi, raison pour laquelle l'État central a décidé de catégoriser et de faire une typologie au niveau des rois, à savoir qui peut-on appeler roi. En principe, il ne devait pas dépasser 4 au Bénin. Qui peut-on appeler chef traditionnel? En principe, il ne devait pas dépasser 77. Et qui peut-on appeler tête couronnée ou autre autorité, etc. Cependant, cet effort de catégorisation ou de typologie n'est pas suivi. Il y a une préoccupation que je trouve très intéressante et qui pourra faire l'objet de mes recherches futures. C'est la préoccupation de Mme Michel qui dit ce qui est important, ce n'est pas l'individu, mais sa manière de gérer. Et ça pourra faire l'objet de mes prochaines publications, de mes prochaines recherches, à savoir suivre ces princes ou suivre ces rois qui se sont fait élire maires. Comment vont-ils gérer? C'est un phénomène récent, donc je ne détiens pas encore la réponse, mais ça pourra être l'objet de mes prochaines recherches. Et je remercie les contributions, il y en a eu beaucoup. L'autre chose, Abo Manti qui vient de loin. De loin, la démocratie béninoise peut être présentée comme le modèle. Mais à l'interne, nous savons que c'est une démocratie qui a ses insuffisances. D'où le système ou la cohabitation très conflictuelle entre les autorités traditionnelles et les pouvoirs modernes. L'autre chose, ça je ne l'ai pas abordé ici, ça fait aussi partie des maladies infantiles de notre démocratie. C'est qu'à chaque alternance à la tête de l'État, il y a des destitutions qui s'observent au niveau des communes. Actuellement, nous avons connu, l'actuel président n'a pas encore fait un an au pouvoir, mais il y a plus de 20 destitutions de maires. Ça veut dire quoi? Tous ces maires qui n'ont pas soutenu la campagne ou la candidature du président de la République sont destitués. Oui. Et cela remet en cause le principe de base même de la décentralisation, à savoir la séparation des pouvoirs et la gestion de la gouvernance locale, la gestion du développement local par des autorités élues. Aujourd'hui, ces autorités qui sont élues au niveau des communes se font inféoder par l'État central. Donc la décentralisation, si je m'en tiens à cet indicateur-là, a encore du plomb dans l'aile.